Et bonjour tout le monde, bonjour à toutes les deux. Cécile, comment ça va aujourd'hui? Bah, ça va très bien, et vous? Eh bien ça va, on reçoit Mathilde. Mathilde, ça va? Oui, bonjour à vous, tout va bien. Très bien. Alors la petite question qui est classique, vous êtes où Le, géographiquement? le point météo. Le Le point point météo météo. d'abord, mais le point géographique, du coup. Alors, il fait très beau ici, dans les Hautes-Alpes, à côté de Gap. Ok, très bien, le point météo en direct de l'Allemagne, il fait gris, c'est dégueulasse. Merci Cécile. Eh ben non, Ah même mince. pas. C'est pour une fois, laisse-moi le dire, il fait ensoleillé. On n'a pas vu le soleil depuis 2 mois, je survis grâce à la vitamine D. Donc là, je suis bien contente. Ok. Moi, vous le voyez, alors il faut quand même que je le décrive. J'ai le soleil en plein à la tête. Il fait un grand soleil. Néanmoins, c'est peut-être moi qui ai les températures les plus froides parce que aujourd'hui, je suis à Stockholm. Du coup, je vais pas vous mentir. Il fait combien? On est sur un petit 7 degrés des familles quand même. C'est pas Ouais. mal, hein. C'est voilà, heureusement qu'il y a le soleil et qui dure longtemps aussi, parce que du coup, il va pas se coucher à 22 heures. Là, on est bien. Eh bien, on passe à la suite directement. On va présenter Mathilde. Cécile, je te passe la main. Oui, bah du coup, Mathilde, peut-être qu'on va commencer par une présentation de ton parcours, d'où tu viens, quelle étude tu as fait, jusqu'à où tu en es aujourd'hui. Oui, alors, donc moi j'ai fait des études assez classiques de biologie. Je suis passée par une étape quand même classe préparatoire, puisqu'après le bac, je voulais faire les écoles vétérinaires. Donc j'ai fait une première année de classe prépa, qui a été quand même c'est un peu difficile. Difficile aussi parce que il y a toujours un petit peu de tension entre le milieu social. Donc moi, je suis issue d'un milieu social plutôt modeste. Mon père, il est agriculteur, donc c'était un peu la confrontation avec les autres gens. Et là-bas, d'ailleurs, on m'a dit que j'avais pas un profil longues études, que j'avais plutôt un profil BTS. Donc je suis assez fière quand même aujourd'hui d'avoir mon doctorat. Des fois, j'ai un peu envie de retourner là-bas et leur dire "Eh oh, coucou." Donc ensuite, j'ai fait fac de bio. Je suis toujours restée dans le sud de la France. Je me suis dirigée ensuite plutôt vers de l'écologie à Montpellier. Et ensuite, je suis revenue à Marseille. À Marseille, quand j'ai commencé mon master, on nous a un petit peu dit, ben voilà, soit vous êtes spécialiste et vous avez déjà un truc, des organismes sur lesquels vous êtes calé à fond, et vous allez sur le master pro pour être employé dans les bureaux d'études, soit vous savez un peu tout faire, il vaut mieux que vous alliez dans le master recherche et vous avez sans doute la possibilité d'avoir un premier contrat de 3 ans qui sera votre thèse. Alors là, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc, du coup, j'ai attaqué ma thèse ensuite à Aix-Marseille Université. La thèse. Tu te rappelles du titre? Tu peux nous donner la thématique? Alors, oui, donc du coup, la thématique, c'était de travailler autour des continuités écologiques sur la région PACA. Donc, du coup, on avait choisi 2 volets qui étaient mieux prendre en compte la biodiversité dans les espaces agricoles et pouvoir essayer d'anticiper les changements qui surviennent en termes d'occupation des sols. Donc, c'était sur concevoir des scénarios, du coup, avec les acteurs locaux, tout en prenant en compte les espaces agricoles dans la conservation de la biodiversité. Donc c'était très appliqué. C'était très appliqué, ouais. Oui, donc déjà, toi, tu avais déjà une interaction avec des personnes tierces, quoi, qui sont pas du tout dans le milieu académique. Oui, oui, j'avoue que dès l'instant où j'ai eu mon stage en master, j'ai voulu un petit peu apporter ce lien avec des choses de terrain. J'ai toujours eu ce rapport aussi avec l'agriculture, biodiversité, agriculture, qui étaient des choses qui m'interpellaient depuis un moment. Parce que tout au long de mes études, j'ai travaillé avec mon père sur l'exploitation agricole familiale. Donc j'ai toujours eu un petit peu ce lien territoire, terroir et scientifique. Donc du coup, quand j'ai commencé mon stage, c'était un sujet qui m'intéressait et qui intéressait aussi mes tutrices de stage. Et donc on a continué dans ce côté appliqué dans la thèse. Ok. Et ta thèse, c'était une bourse CIFRE ou c'est technique, mais Ouais, non, c'était pas du tout une bourse CIFRE. Du coup, c'était une thèse qui est financée par le LABEX OTMED, puisqu'elle s'appliquait au territoire du pourtour méditerranéen. ok. Mini parenthèse, juste pour être sûr, CIFRE, alors j'ai pas l'abréviation, hein, mais c'est mi-entreprise privée, C'est ça. mi-public, C'est pour ceux ça. qui savent pas. Et le LABEX, ça veut dire laboratoire d'excellence, c'est un regroupement de plusieurs laboratoires qui se mettent sous un même chapeau, globalement, sur des thématiques ou des questions communes. Moi, Exactement. je suis en mode sous-titre aujourd'hui. Je sous-titre tout ce que Ouais, vous dites. c'est ça. Avant qu'on continue, j'ai une question parce que tu disais que voilà, tu venais d'un milieu modeste et que la classe prépa, bah, ça faisait un peu un choc
de deux mondes sociaux, quoi. Est-ce que tu as ressenti ça après aussi, pendant ton master, pendant ton doctorat? Beaucoup moins. Rien à voir. Enfin, ouais. La fac, on est quand même beaucoup plus ouvert. Pour comparer, en classe préparatoire, on était 2 boursières sur 45. En fac, c'est quand même très courant d'être boursier, d'avoir des boulots à côté. Enfin, on n'est pas du tout sur les mêmes logiques. Ça n'a rien à voir, ouais. Et en fac, j'ai jamais eu ce sentiment-là d'être pauvre, alors que c'est pas le cas, mais ouais, on va le dire. Je pose la question là parce que c'est toujours un truc qui me perturbe quand on change de pays, parce que j'ai travaillé aussi aux États-Unis et on sent bien plus ce gap en fait Mm. entre les classes un peu plus pauvres et puis les classes qui viennent du milieu universitaire. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a moins ce gap en France. Ah, ça se voit tant que ça Bah, aux moi j'ai États-Unis? trouvé. Après, Ah oui, ok. Non, je sais pas, j'ai pas assez ouais, moi, d'expérience là-bas. ça m'avait un peu, c'est pas choqué quoi, mais je trouvais que c'était bien plus visible quoi. Et donc après ta thèse, qu'est-ce que tu as fait? Alors après ma thèse, je suis restée un petit peu dans le laboratoire où je l'ai passé, sur des contrats plus ingénieur de recherche, enfin semi-ingénieur de recherche, semi-postdoc, toujours sur des projets assez appliqués. Donc un projet en Corse par exemple, en partenariat avec un bureau d'études, ou un projet qu'on a financé avec un programme de l'ADEME sur les infrastructures linéaires de transport et biodiversité. Donc c'était super intéressant. Après, c'est vrai que c'est toujours compliqué de continuer sur des petits contrats ponctuels, de monter des projets. Ça oblige toujours d'avoir une petite période un peu au chômage, le temps que le projet se finance, hop, on revient. Et du coup, bah, comme en plus ma thèse était très appliquée, c'était compliqué d'avoir beaucoup de publications internationales et ensuite de viser sur des postes permanents, quoi. Hmm. Mais et du coup, c'était quoi ton ressenti pendant cette période-là? Enfin, comment tu voyais ton futur? Est-ce que c'était difficile? Comment tu ressentais tout ça en fait? Alors moi, ça m'a jamais choqué parce que, comme je vous le disais juste avant, quand j'ai commencé ma thèse, c'était l'idée, bah, c'est un premier contrat de 3 ans et puis après, je bouge et je cherche autre chose. J'ai jamais été forcément dans l'optique de continuer dans la recherche. En plus que j'avais ce côté très appliqué et que des fois, je trouvais que c'était un peu à l'écart des problématiques réelles de terrain. Donc, dès la fin de ma thèse et la suite, les 2 petits contrats que j'ai pu faire, j'avais en tête du coup de faire autre chose derrière. Et le deuxième projet qu'on a mené sur les infrastructures de transport, ce qui est ressorti à la fin, c'est d'avoir une sorte d'élément charnière qui fasse le lien entre la recherche et l'application. Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux être là, je veux être cette charnière-là. Et du coup, bah, c'est ça qui a motivé ma suite, quoi. Là, on est sur un exemple, Cécile, tu me diras, mais qui est vachement important par rapport à ce qu'on peut entendre d'habitude. Enfin, pas plus tard qu'il y a quelques jours, justement, j'avais une conversation avec une Française, mais qui est ici en Suède et qui est en master, qui ne sait pas trop si elle va faire une thèse, parce qu'après, ça continue en académique, et du coup, elle n'est pas sûre. Et du coup, je lui disais exactement ce que tu viens de dire, c'est que très souvent, chez nous, on nous présente la thèse comme un premier pas dans la continuité de l'académique, et pas assez souvent, on nous le présente comme pardon, mais un premier contrat de travail qui pourrait déboucher sur d'autres contrats de travail, mais qui n'ont rien à voir avec l'académique directement. Et là, tu es le parfait, Mathilde, le parfait exemple, justement, c'est un premier contrat de travail. Et alors, on pouvait toujours continuer à l'académique, mais il ne faut pas s'enfermer là-dedans, au contraire. Il faut vraiment le voir comme ce que tu l'as vu, et dans ton cas, ça marche très très bien. Mais alors, moi, du coup, j'ai une question là-dessus. Je me demande, est-ce que ça a été super bien accepté par tes superviseurs? Est-ce que tu leur en as parlé? Est-ce qu'ils savaient que tu voulais pas continuer dans la recherche, que tu voulais aller dans une voie professionnalisante? Et si tu leur en as parlé, est-ce qu'ils l'ont bien accepté? Est-ce qu'ils t'ont aidé dans cette voie-là ou pas? Alors, je pense qu'on n'en a jamais parlé très ouvertement. Après, avec ma fibre liée quand même au terrain, etc., je pense que quelque part, ils devaient s'en douter un petit peu. Après, enfin, en tout cas, ils m'ont pas
spécialement encouragé pour continuer dans la recherche. Ils m'ont ni soutenu dans un sens ni dans l'autre, même s'ils ont été super cool avec moi et j'attendais pas forcément du soutien d'eux, hein, mais voilà. Après, je pense qu'effectivement, par rapport aux attentes que j'avais et à la fibre que j'avais, ça, c'était peut-être logique pour eux et c'est pour ça qu'ils n'ont pas insisté non plus pour que je reste dans la recherche. Ok. Et du coup, après ces petits contrats, t'as fait quoi? Alors après, j'ai fait une petite parenthèse qui n'avait rien à voir avec ma formation de base. Donc j'ai eu plein d'étapes perso après la fin de la thèse, etc. Et c'est vrai que j'étais toujours attachée au territoire d'où je suis originaire, donc les Hautes-Alpes. Ça commençait à me peser d'être un petit peu sur Aix-Marseille. Donc du coup, j'avais envie de faire une petite coupure, pas d'opportunité de travail, et j'ai eu l'opportunité de passer mon monitorat d'équitation. Rien à voir, mais je fais du cheval depuis toujours, donc je me suis dit, tiens, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais toujours eu en tête, de me dire peut-être qu'un jour je vais le passer. Et du coup, j'ai dit, bah allez, banco, on y va, je me fais une petite parenthèse d'un an. Et puis, ça m'empêche pas derrière d'avancer mon projet, de revenir à autre chose. Donc, du coup, j'ai passé ça. Et en fait, le centre de formation où je l'ai passé, ils m'ont recruté derrière. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu as comme projet? Donc, moi, je leur ai dit, ben, j'avais un projet de monter une entreprise en environnement. J'ai dit, j'ai ce projet-là. Ils m'ont dit, bah, nous, on cherche quelqu'un à mi-temps. Est-ce que tu veux rester comme formatrice? J'ai dit, bah, allez, pourquoi pas. Donc, du coup, voilà, c'était ma petite transition pour venir m'installer dans les Hautes-Alpes. Donc, du coup, j'ai fait ça. Du coup, ça va faire 3 ans que je travaille là-bas. Je peux quand même faire le lien avec mes études parce on développe des contenus de formation sur le climat, la transition écologique, etc. Donc, je peux mettre ça à contribution. Du coup, plus que formatrice, je suis aussi impliquée sur des actions d'ingénierie de formation, de montage de projets. Donc là, ils sont super contents des compétences que j'amène sur les indicateurs d'évaluation, enfin plein de trucs que eux, ça leur semblait venir sortir de nulle part. Et moi, en ayant fait des montages de projets, j'ai pu un peu plus les aider là-dessus, sur les parties, voilà, un peu aussi administratives, tout gestion d'outils qu'on peut voir dans la thèse. Et du coup, ça va faire 2 ans en septembre que j'ai aussi créé mon entreprise pour faire de l'accompagnement sur les questions d'aménagement du territoire et de biodiversité. Alors, justement, est-ce qu'on peut passer à cette étape-là? Exactement, Oui. si je mets l'équitation de côté, euh, qu'est-ce que tu fais exactement en tant qu'entrepreneuse? Déjà, je crois que tu es à ton propre... Déjà, est-ce que c'est une auto-entreprise ou est-ce que c'est Alors, ouais, une c'est autre une autre forme forme d'entreprise? d'entreprise. Alors, je vous cache pas que c'est des choses qu'on voit pas du tout dans la thèse et dans la pré-thèse, de qu'est-ce qu'on fait en termes d'entreprise, etc. Donc, j'ai trouvé un système qui me convient tout à fait et que je conseille à tout le monde. C'est le système de couveuse d'entreprise. Donc, en fait, c'est une association qui couvre juridiquement et qui accompagne enfin, pendant 3 ans maximum à la création d'entreprise. Donc, il y a tout un tas de formations sur la gestion d'entreprise, par exemple la TVA, etc. Il y a aussi des formations un peu de développement perso, comme moi j'avais pu faire pendant ma thèse. Et du coup, ils gèrent la comptabilité, ils gèrent toutes les démarches administratives, et jusqu'à ce que l'entreprise elle soit viable à voler de ses propres ailes. Donc, c'est super confortable parce que en plus, on a un statut qui nous permet de faire des factures, mais on n'est pas en statut de création d'entreprise. Donc, ça nous permet, par exemple, de garder nos droits RSA ou Pôle emploi, si on en a. On est, du coup, ce qu'on rentre en termes de chiffre d'affaires est remboursé par rapport aux frais qu'on fait passer sur l'entreprise. Donc, c'est un statut qui est assez intéressant aussi financièrement, puisqu'on n'a pas, par exemple, en auto-entreprise, il y a un an où on est exonéré de charges, et après, on a les charges qui augmentent. Là, pendant le temps que ça soit viable, on n'a pas toutes ces charges-là qui s'ajoutent. À l'inverse, du coup, on n'a pas vraiment de salaire, puisque c'est que du reversement par rapport à nos frais, mais ça permet d'amortir un petit peu et de lancer doucement le truc, tout en étant accompagné sur plein de questions, quoi. Le conseiller, il peut
suggérer des modifs sur le logo si on a besoin. Enfin, voilà, c'est super cool. Et du coup, ça permet aussi d'être dans un réseau. Alors, on est plein de thématiques différentes, mais voilà, de se conseiller, de poser un petit peu des questions, s'entraîner à présenter son pitch, etc. Donc ça, le système de couveuse d'entreprise, c'est vraiment super cool. Et je pense que ça aide beaucoup à la création. Donc voilà pour répondre à ta première question. Et ta deuxième question, qu'est-ce que je fais dans cette entreprise? Donc j'ai 3 volets de prestations. Un volet vraiment sur la cartographie, donc les géomatiques SIG, où je peux partir de données très basiques ou aller sur des cartographies plus poussées de scénarios ou de continuité écologique, ou les deux à la fois. Ensuite, j'ai un volet plus réglementaire, où je peux faire de l'accompagnement au dossier dans leur ensemble. Après, moi, je fais pas les études de terrain, j'ai pas les compétences d'aller faire des relevés botaniques ou quoi, mais faire du pilotage de projet. Et un dernier volet sur de l'animation en intelligence collective. Donc ça, c'est plutôt des choses que j'ai développées sur la fin de ma thèse et après ma thèse, de faire de l'animation de groupe avec des outils d'intelligence collective. Et ce que je rentre un petit peu en lien avec ces animations, c'est aussi de la médiation scientifique auprès de tout public ou du public scolaire. Donc là, on est sur un exemple où, si je comprends bien, ton entreprise et ton activité entrepreneuriale est le reflet de ce que tu as fait pendant Exact. ton doctorat. Mais en fait, moi, ça me fait marrer parce que je regarde, tu sais, de temps en temps, hein, je suis en baisse de morale, je commence à regarder les jobs qui sortent sur Réseauti et tout le bordel. Donc, tu regardes les compétences qu'ils te demandent, il y a beaucoup de jobs où ils demandent les compétences que tu viens de nous citer. Et alors, je ne sais pas si ça te fait ça aussi, Ben, mais moi, j'ai l'impression que c'est des trucs que je ne peux pas cocher, en fait. C'est vraiment, je suis tellement loin de toutes ces compétences que je me dis, mais comment les gens réussissent à avoir ce type de job? Comment ils passent en fait de la thèse à quelque chose euh, d'aussi concret en fait? Je suis entre vous deux, moi, me concernant, parce que du coup, j'ai eu une petite activité dans le Hmm. entrepreneurial et dans le privé. Du coup, je comprends un petit peu le champ lexical. Mais c'est un champ lexical. Enfin, pour moi, ça me paraît être Ah surtout un d'accord, ok. champ lexical. J'ai toujours dit que faire une thèse, pour moi, ça a toujours été être chef de projet. C'est juste que tu es chef de ton propre projet. T'as pas, voilà, t'as pas de client à qui tu dois rendre compte. Le seul client, c'est toi-même et éventuellement ton ou ta directrice, ta direction de, de thèse. Mais je trouve que c'est plutôt un champ Après, tout lexical. dépend Mathilde? l'autonomie, enfin, ouais, l'autonomie que tu as eue dans ta thèse et la façon dont ta thèse elle s'est construite. Moi, du coup, on a construit le projet de thèse suite à mon stage et ensuite j'ai participé aux réponses d'appel à projet pour les projets sur lesquels j'ai travaillé par la suite. Donc, c'est des choses sur lesquelles j'ai été proactive. Je suis pas sûre que sur des étudiants qui candidatent sur des thèses qui sont toutes prêtes, où le directeur de thèse, il a déjà tout dégrossi, il a déjà le plan, etc. Tu vois, ils sont moins investis puisqu'ils n'ont plus qu'à suivre une ligne directrice. Ça dépend vraiment de comment tu abordes la thèse et de comment tu t'es impliqué dans le développement de ton sujet, en fait. Ah, mais ça, c'est super intéressant pour, je pense, aux chercheurs qui peuvent nous écouter, etc. Finalement, euh, laisser les doctorants faire une partie de ce travail-là, qui est l'écriture de projets, qui est la création, la gestion de projets, etc., finalement, ça peut leur amener des compétences pour plus tard, en fait. Mm. Et ça sert à, enfin, je veux dire, ça sert à rien. Des fois, on essaie, tu sais, de faire la thèse en très peu de temps, donc on donne tous les outils, et puis on attend juste que les étudiants publient, et c'est peut-être pas la bonne méthode, en fait. C'est ça. Il faut trouver un compromis. Après, il faut peut-être voir un petit peu moins gros dans la production de thèse et se dire qu'il y a une année qui est accordée à bien dégrossir le sujet, à bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé dans ma thèse. Ouais, j'ai presque mis un an à avoir un plan et avoir une méthode. Donc, donc après, j'avais pas des très très grosses ambitions dans ma thèse, donc ça m'a permis de la faire en un peu moins de 4 ans. Mais c'est sûr que après, ouais, tout dépend déjà de la dynamique et de l'autonomie de l'étudiant. C'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un qui soit à même de dégrossir son sujet, de monter le truc. Enfin,
ouais, d'être proactif dans le truc et de qu'est-ce qu'il attend le chercheur. J'imagine que si c'est dans un gros projet de recherche et qu'il a besoin de résultats, il va pas, entre guillemets, perdre 1 an à ce que son étudiant il définisse le truc, quoi. Ça, c'est toute la problématique du recrutement. Des gens qui font Et Ah, oui. mais c'est ça, mais du un coup, moi, doctorat. ça m'amène, je me demande en fait si ça serait pas bien aussi de définir avec les doctorants dès le départ quel parcours ils veulent faire. Ça se peut qu'ils soient pas sûrs du tout, mais au moins d'avoir une idée et finalement de pouvoir voir les compétences qu'ils pourraient acquérir selon ce qu'ils ont envie de faire plus tard, en fait. Mm. Bah, je pense que c'est aussi une vraie solution pour avoir des thèses qui vont au bout. Un étudiant qui arrive, qui a candidaté là parce qu'il veut faire une thèse, mais qui ne s'est pas approprié le sujet et qui est peut-être pas quelque part passionné, euh, il y a moins enfin, ça risque d'être plus difficile d'aller au bout parce qu'on bon, on connaît les contraintes en termes d'organisation, de charge de travail que ça implique la thèse quelque part. Enfin, c'est quelque part c'est presque un boulot passion. Enfin, c'est quelque chose qui revient beaucoup du coup dans mon emploi d'équitation. Mais là aussi, il faut être passionné parce que on compte pas trop les heures. Enfin, on s'investit quand même beaucoup personnellement et professionnellement. Et c'est vrai que si on se candidate sur un sujet juste pour avoir un doctorat, c'est plus compliqué. Justement, par rapport à ce qui t'a servi là pendant la thèse tout à l'heure en off, euh, tu nous disais les actions qui sont, enfin, ou les formations entre guillemets obligatoires de l'école doctorale. Donc, pour rappel, pour ceux qui l'ont pas encore fait, il y a un quota d'heures de formation obligatoire à faire. C'est vrai qu'on n'a pas trop vent de ça avant de commencer une thèse. Bon, rien n'est bien grave et puis c'est souvent intéressant. Néanmoins, toi, tu nous as dit carrément que, enfin, certaines d'entre elles ont carrément été utiles, même dans ton travail actuel ou sur ton Oui, stage. enfin, en partie pour ma thèse, j'ai fait pas mal de formations sur un peu ce qu'on qualifie maintenant de développement personnel, mais de communication en public, etc. J'ai fait des petites formations un peu préalables à ma thèse en 180 secondes. Donc c'est super intéressant. Donc ça m'a servi pendant ma thèse et après derrière dans plein de contextes différents. Et surtout, quelque chose qui m'a marqué pendant ma thèse et qui est aujourd'hui quelque chose que je propose dans mon entreprise, c'est d'avoir eu l'opportunité de faire des cycles d'animation auprès des scolaires. Donc là, en termes de développement de compétences, super intéressant parce qu'on est sur de la vulgarisation scientifique, se mettre à portée. C'était un programme qui était assez bien construit parce qu'on rencontrait les enseignants, on discutait du programme scolaire avec eux, etc. Donc, c'était, moi de mémoire, c'était avec une classe de CE2, CM1. Donc, vraiment s'adapter au programme, etc. Et ça, j'ai trouvé super intéressant. Et ouais, quelque part, ça m'a développé un petit peu la fibre de ce côté de se dire, tiens, l'enseignement, c'est intéressant et ça apporte d'autres choses aux enfants qui étaient dans cette classe-là. Donc, ouais, c'est quelque chose qui m'a servi et ouais, qui a développé quelque chose chez moi en termes de qu'est-ce que je fais ensuite. Ouais. Et du coup, pour continuer sur ce point-là, si tu devais, alors, dit comme ça, la question, ça fait un peu poétique, mais si tu avais peut-être, je sais pas moi, un mot à transmettre, un conseil, si tu veux, pour justement des plus jeunes qui vont se lancer dans un doctorat, ou qui hésitent à se lancer dans un doctorat parce qu'on leur a présenté surtout le côté, si tu fais ça, c'est juste le premier pied vers l'académique et non pas le dernier pied de ta formation universitaire. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait laisser comme mot? Parce que là, de nous trois, tu es la mieux placée, hein, de toute manière, pour laisser ce genre de conseils. Donc, et puis, c'est pas pour rien qu'on invite les gens, hein, c'est parce que, pour que vous donniez des conseils, pas nous. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait laisser comme mot? Euh, ben, quelque chose que j'ai déjà dit, c'est de se dire que, comme tu dis, c'est pas une entrée dans le monde de la recherche. Et puis maintenant, aujourd'hui, peu importe qu'est-ce qu'on fait, on peut toujours faire des passerelles, aller chercher autre chose. Donc, il faut prendre ça comme une expérience. Après, il faut bien choisir son sujet, pas le faire parce qu'on veut faire une thèse. Et après, l'autre chose que je dirais de conseil pour que ça passe bien, c'est la communication. C'est très bateau à dire, mais voilà, échanger le plus possible avec son équipe d'encadrement,
que ça soit son comité de thèse, ses directeurs de thèse, et avec les équipes du labo. On est toujours au sein d'un labo, donc bien s'intégrer, pas trop s'isoler, ça peut être tentant, on peut un peu travailler à la maison, etc. Mais au final, on se retrouve un petit peu seul et on a du mal à avancer. Donc pouvoir utiliser le fait qu'on est encadré et entouré pour mieux avancer, même si des fois on se sent un petit peu tout seul. Ouais. C'est un conseil auquel j'ajoute le côté accompagnement. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, le comité de thèse, mais je pense que je crois que ça a changé de nom depuis une paire d'années, je ne me rappelle plus. Euh, mais n'oubliez pas, là, si vous êtes en thèse, du coup, qu'il y a ça. Et que, en Ouais. fait, ça, on l'oublie. Moi, à titre personnel, j'en ai jamais eu besoin. Enfin, je lui ai rendu des comptes une fois par an parce que c'est obligatoire, mais j'en ai jamais eu besoin pour parler d'un problème ou de choses comme ça. Je ne sais pas si je suis une exception ou une règle. Je préfère être une règle, j'espère. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes dans le cas où il y a un souci, que le dialogue passe pas, parce que, comme le dit Mathilde, le dialogue est important, vous avez ces gens-là aussi, qui sont là pour ça. Qui sont pas toujours. Alors, je ne me rappelle plus comment c'est composé, mais il n'y a pas forcément. Il y a au moins une personne Oui, qui n'est oui. pas du labo. Ouais, C'est ouais, il y ça, a une hein, je dis personne pas de qui n'a bêtises. rien à voir avec le schmilblick pour au cas où, si tu dois discuter de problèmes avec ta direction, tu peux en discuter avec cette personne-là. Ah, c'est ça, qui est en dehors du Mm. labo, donc. Moi, Tout je à fait. trouve aussi que ce parcours-là, alors, c'est peut-être juste mon idée à moi, hein, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même. euh, c'est pas du courage, mais faut oser en fait le faire. Je trouve que c'est pas forcément évident parce que quand on est dans un labo, si on est un peu peureuse, ce qui est un peu mon cas, hein, tu es dans ton labo, tu vois le parcours des autres, ça te paraît le plus simple parce que tu l'as devant toi, on t'explique comment faire de A à Z, et finalement, partir faire sa propre boîte, puis tu sais que tu vas passer par des petits boulots avant de faire ça, tu vois, parce que ça, c'est pas du jour au lendemain. Ça peut faire super peur, en fait. Et je me dis, il faut avoir quand même ce courage, en fait, de se lancer. Et je trouve ça ouais, assez admirable, en fait. Comme, Oui, ça a pris un peu de temps, hein. Bah après ma parenthèse un peu cheval, c'était aussi quelque part un peu du manque de courage de me dire, ouh, j'ai ce poste-là. Tant que j'ai ce poste-là, bah, j'ai cette idée qui me plaît bien de monter mon truc, mais au moins je saurais pas si ça marche ou pas parce que je l'ai pas encore fait. Mais bon, après, ouais, oui, mon expérience de vie fait que je suis quand même quelqu'un un petit peu de têtu et j'aime bien aller au bout de mes idées. Donc du coup, j'ai dit, allez, quand même, faut monter le truc. Et le déclencheur, ça a été un projet qui était mené par une association ici. Sur l'évolution d'un territoire, donc d'une station de ski qui avait fermé, et où du coup je me suis dit tiens, bah, si je leur proposais de continuer ce qu'ils ont attaqué à faire avec des étudiants de manière un peu plus pas professionnelle, mais ouais, de les accompagner dans la rédaction et tout ça de leurs conclusions. Et du coup, c'est là que j'ai dit, bon, eh ben, si c'est OK, on y va, on lance le truc. Donc, ça a été un peu le déclencheur, même si voilà, c'était en tête depuis un moment. Mais c'est vrai que des fois, c'est facile de se dire, je suis la voie toute tracée. Après, c'est ça. les voies Ah ouais, toutes non, mais tracées, ça marche pas toujours. c'est ça. Et puis, faut aussi s'écouter et puis voir ce qui nous plaît le plus et puis se donner, enfin, ouais, se donner les chances de le faire, en fait. Ça serait peut-être ça même, moi, mon mot de la fin, je trouve, par rapport à cette interview. Se donner les chances de le faire, essayer, quoi, je trouve. Mais du coup, moi j'aurais tendance à dire, on va garder ce mot de la fin. On va garder ce mot de la fin. Mais comme c'est la première fois pour le moment, je ne sais pas dans quel ordre les gens écoutent ces podcasts, mais pour nous, c'est la première fois qu'on interviewe une entrepreneuse qui sort d'une thèse. On va dire quel est le nom de son entreprise, ça s'appelle Plantago Consultant. Alors, écoutez-moi bien, je vais vous expliquer comment ça s'écrit. Plantago, plan, comme une plante, sans le E, ok. Donc Plantago, et après le tiret, le fameux tiret du 6, ok. Donc Plantago tiret du 6, consultant au pluriel, voilà, parce que voilà, Mathilde, c'est quelqu'un qui a de l'ambition et qui ne veut pas être la seule
à l'intérieur de Plantago Consultant. Et donc, le but, c'est de devenir une multinationale. Donc, plantago-consultant au pluriel.fr, ça, c'est l'entreprise de Mathilde. Et alors, je ne sais pas si tu deviendras une multinationale, peut-être pas, mais en tout cas, une grosse entreprise avec beaucoup de monde. Ça, on te le souhaite, c'est sûr. Et du coup, moi, je peux reprendre le... Oui, effectivement, le mot de la fin, je le partage. Mathilde, est-ce que ça te va oui, aussi? effectivement, il faut oser et puis euh, il faut savoir ce qu'on veut et surtout ce qu'on veut pas. Et ça, c'est une grosse étape Ouais. dans la vie perso et pro, c'est arriver à se dire la situation, elle me convient pas et j'essaie de autre chose parce que là, aujourd'hui, ça me va plus. Oui, je trouve qu'il faut être courageux pour faire ça, et effectivement. Ouais. Ce qu'on ne veut pas, c'est pas mal. Ouais. Oui. C'est le plus compliqué, sûrement. Bon, très bien. Merci à toutes les deux. Merci Mathilde. Cécile, voilà. Merci. Nous, on se retrouve pour le prochain podcast. Mathilde, on se retrouve sur les routes, voilà, sur nos chemins personnels. Et voilà, on se dit à la prochaine. Merci encore Mathilde. Merci à vous de m'avoir proposé de participer à ce podcast. À plus tard. À plus tard. Ciao.